Moi, c'est Redouane Bougueraba. Je suis acteur, comédien, réalisateur. Ce qui me plaît, c'est de faire rire les gens, de transmettre des émotions. Le rire, ça a été un moyen de m'exprimer, de me défendre. C'est mon refuge et c'est ma zone de confort, de confiance. J'essaie de rendre des moments difficiles par des moments de bonheur, de joie, de partage et de rire. Papa, 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 papa. Je suis une femme qui chante depuis ma naissance et j'aime marcher pieds nus et j'aime être pieds nus sur scène. J'aime les animaux, les arbres, la terre. Je sors mon 6e album. Je fais de la musique pour le cinéma. Cette semaine, une voix libre, celle de la chanteuse Camille, qui revient avec un album expérimental dont elle va nous livrer quelques secrets. Un coup de cœur ici à la Fondation Vuitton, avec une grande rétrospective consacrée à l'artiste américain Alexander Calder. Mais tout de suite, l'énergie brute de Redouane Bougueraba qui bouleverse les codes sur la scène du théâtre Édouard VII. Construit en 1913 pour un roi anglais amoureux de Paris, le théâtre Édouard VII devient très vite l'un des temples du boulevard. Ici, Sacha Guitry a enchaîné les triomphes dans les années 20, Yvonne Printemps a incarné l'esprit parisien. Depuis, Jean Poiret, Pierre Arditi ou encore Fanny Ardant, pour ne citer qu'eux, ont foulé les planches. Aujourd'hui, le théâtre continue d'écrire son histoire avec un certain éclectisme dans la programmation. Bonjour Redouane. Bonjour Valérie. Enchanté. Tu as l'affiche de ce très beau théâtre. Toi, ton humour, il est assez frontal, il est parfois un peu cru. C'était une évidence, ce théâtre? Peu importe le flacon, du moment qu'il a l'ivresse. Je pense qu'on n'est pas beaucoup à amener le stand-up au théâtre. Et je me suis dit, allez, on va aller à Édouard VII, dans cette salle mythique. Et l'écran est magnifique. C'est comme une évidence de venir ici, en fait. Édouard, c'est l'anagramme de Redouane. Ah, pas oui. mal. On voulait rebaptiser Redouane VII. Redouane. Ouais, il fallait mettre juste un R devant le head. Après Paris, il y aura une tournée. La tournée partout en France, Belgique, Suisse. Je vais au Maroc, à Casablanca. On va faire Polynésie française, Martinique, Guadeloupe, Cayenne. Partout, ça parle français, que les gens ont besoin de rire. Tel un casque bleu de la blague. Chez toi, là. Voilà. T'as un peu le roi du monde ici. Ah oui, mais là, on est à domicile. C'est un théâtre à l'italienne. Le public est proche. On a 712 personnes en face de nous. Les rires qui explosent sur 3 niveaux. Des beaux sièges, des moulures au plafond. On n'a pas le droit au bonheur, nous. C'est l'extase. Là, c'est Belmondo, là. J'ai envie de monter au 3e étage et de me jeter. Dans ce nouveau spectacle, vous vous racontez sans filtre votre parcours, vos doutes, vos excès, vos rencontres. Qu'est-ce que vous montrez aujourd'hui que vous cachiez hier? Mais il y a plein de choses que je racontais pas par pudeur, pas assez d'expérience. Donc je pense qu'il faut être super à l'aise pour parler de l'intime. Donc là, je me sentais prêt à raconter ces choses-là, donc je les raconte. C'est le premier spectacle où je me dévoile vraiment. C'est pour ça qu'il s'appelle Mon premier spectacle. Ouais. Ce n'est pas évidemment votre premier spectacle. Non, c'est pas mon premier spectacle. Mais j'ai appelé mon premier spectacle. C'est vraiment le premier spectacle où on me découvre. On connaît Redouane Bougueraba, le vanneur, le premier rang, les blagues transgressives, le clash. Mais on ne connaît pas le père de famille, le frère, le fils. Il y a une partie de ma vie qu'on ne connaît pas et qu'on découvre dans ce spectacle. Dans ce spectacle, on va me découvrir. Je vais tomber l'armure. Vous allez voir le cœur de l'artiste battre. D'où mon premier spectacle. Voilà. C'est aussi parce que c'est le premier spectacle écrit. Aussi. Donc les gens voulaient me voir aussi. Oui, j'ai bien écouté. Bah oui, vous avez bien écouté. C'était une bien petite piège. On voulait voir si Valérie, elle était connectée. Elle était bien là parmi les spectateurs. Ouais, c'est le premier spectacle écrit parce que souvent les gens, ils arrivent, ils disent « Ouais, il fait que de l'impro ». Non, il y a des sketchs écrits, on ne peut pas faire que de l'impro. Il y a toujours cette interaction avec ce fameux premier rang, cette mise en danger, l'improvisation, en garder un tout petit peu dans le spectacle, c'était important? C'était important parce que les gens viennent pour ça. Les gens m'ont connu grâce à ça. Et on adore le premier rang. Donc les gens viennent se mettre au premier rang. C'est les premières places qui partent. Adam. Ça va, Adam? Tu vas bien? T'es un peu tendu, Adam. Ouais, je te sens tendu, les bras croisés comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Adam? Je sais ce qui m'attend. Qu'est-ce qui t'attend, Adam? Il va rien t'arriver, Adam. Je peux t'épargner si tu veux. Tu me fais un clin d'œil et je t'épargne.
Il a pas fait. Il m'a fait ça. Vous avez rempli les plus grandes salles, la Carrera à Paris, le Vélodrome à Marseille. C'est un exploit inédit pour un humoriste. À quoi vous avez pensé ce soir-là, quand vous vous êtes présenté chez vous, à Marseille, devant quoi, 40 000 personnes? 40 000 personnes, beaucoup de pression. Il y a des gens qui ont fait le déplacement de partout en France et de la planète. C'était des gens qui sont venus du Maroc, l'Algérie, des gens qui sont venus de Belgique, de Suisse. Je ne pensais pas, moi, un jour me retrouver dans le stade de ma ville, le stade préféré, stade de mes rêves. Je me retrouve dans ce stade, devant tous ces gens. Beaucoup de pression, beaucoup de plaisir. C'est passé à une vitesse. J'étais en atmosphère. Je faisais partie de la NASA. Mais moi, c'était réel. En lévitation. En lévitation, c'était réel. On vous connaît surtout pour vos seuls en scène, mais vous êtes aussi présent sur grand écran, devant, derrière la caméra. Qu'est-ce qui vous fait rêver aujourd'hui? Moi, ce qui me fait rêver, c'est de faire rire les gens, de continuer de faire ce qui me plaît. Je te présente Ravi, Capi, Attends. Je vais jamais me souvenir de tous les prénoms. Sarkozy, Monsieur le Président, Grand Corps Malade, Cyril, Hanouna. Ça peut être devant, derrière la caméra, à côté de la caméra. Du moment que les gens passent un bon moment et qu'ils rigolent. Là, je reviens avec un film qui s'appelle Marave, avec Ramzi Bedia, qui sortira sur Prime Video le 11 juillet. Donc on a pris beaucoup de plaisir à faire cette comédie autour du MMA. Et souvent les gens me disent, vous préférez être derrière la caméra, devant la caméra, sur scène. C'est des plaisirs différents, des arts différents, mais je prends autant de plaisir à les faire. Tu vois, ça s'appelait la terre. La terre, elle était ronde et bleue. On reconnaît sa voix dès les premières notes, parce qu'elle en a fait un terrain d'exploration intime et physique. On part à la rencontre de Camille, artiste atypique. Ces dernières années, côté disque, elle s'était faite plutôt discrète. Elle revient avec un album expérimental, traversé par la maternité, l'enfance et la transmission. Le premier single vient de sortir. Alors le ciel pleurait la mer et tout le monde s'y baignait. L'air de la marée rentrait, sortait par le nez, par la bouche chantait. Alors l'album intégral The Sound of Milk, la mélodie du lait maternel, va sortir en septembre. Il était en gestation cet album depuis 15 ans, il sort 9 ans après ton dernier album. Qu'est-ce qui avait besoin de mûrir aussi longtemps? C'est la vie. Ça a commencé avec le lait, les montées de lait quand mes enfants, quand mon fils aîné était né, donc il y a 15 ans, et puis avec la naissance de ma fille. J'avais envie de témoigner de ça, à quel point le son et le lait et le chant et le lait, c'était pour moi extatique. Et puis, en fait, les enfants ont grandi et puis j'ai envie de faire évoluer les chansons, de les inviter à chanter. Et j'avais envie de raconter comment je diffuse encore ce lait d'une autre manière, comment tout ça, ça se transforme en musique. Voilà. Le premier titre, La Terre, est déjà disponible. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette chanson, du climat émotionnel et poétique de tout l'album? Elle raconte un endroit conscient du monde, de ce qui se passe dans le monde, mais qui a envie de rester dans la tendresse. Voilà. De s'adresser au cœur toujours. C'est un exercice exigeant. Elle tournait autour du soleil et le soleil était heureux. Cet album, c'est aussi une immense bibliothèque de sons. Où est-ce que tu es allé collecter tous ces sons? Oui, ça a commencé dans la maison familiale un été. Donc voilà, on entend les bébés, les cousins, les grands-parents qui chantent, la marraine, ma marraine qui est là, qui dit « les sandales ». Voilà, l'église du village, les bruits de pas dans l'escalier, l'acoustique des pièces. L'album Le Fil, il est sorti en 2005. Je sais que c'est un album fondateur dans ta trajectoire. 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'il raconte encore de toi? Je crois qu'il raconte une fondation, un manifeste qui
qui encore aujourd'hui a du sens pour moi. Il raconte une période de ma vie, évidemment, mais il raconte aussi cette envie de dire, bon, c'est ça ma vibration, c'est ça mon endroit. Cet endroit très intime, en fait, très ténu comme un fil. Elle lutte, elle se débat, mais ne résistera pas. Je vais bloquer l'ascenseur. Je vais prendre ta douleur, saboter l'interrupteur. Je vais prendre ta douleur. Ta carrière, elle a beaucoup dialogué avec le cinéma, de Ratatouille en 2007, en passant par Le Petit Prince en 2015, jusqu'au triomphal Emilia Pérez en 2024. Tu es la seule chanteuse française à avoir reçu un Oscar pour une bande originale. À ton avis, qu'est-ce qui a résonné aussi fort? Est-ce que c'est l'interprétation et c'est ce que C'est une chanson terrible. C'est une chanson qui dit les choses de manière très crue et une chanson qui dénonce la corruption en la disant, en fait. Elle est choquante, cette chanson. Me arrepiento de muchas cosas. Y eso es hacer el bien. Et c'est une chanson très technique. Et Zoé Saldana était extraordinaire. Et elle est très théâtrale, elle est magnifique dans cette... Enfin, c'est une magnifique actrice et dans cette scène, je l'aime particulièrement parce que c'est du musical, quoi. Elle est sur scène. Tu t'attendais à un tel succès? J'ai toujours eu la foi en ce film et en notre travail de musical aussi. J'ai toujours pensé qu'on aurait un Oscar. Ben voilà. J'avais pas un moment, j'étais genre... j'étais... Je me suis dit, non, mais je sentais une telle résonance et c'était mérité parce que c'est novateur, voilà. Donc voilà, je suis super fière. On a beaucoup travaillé pour ça, mais j'ai toujours cru, ouais. Un coup de cœur à la Fondation Vuitton avec une grande rétrospective consacrée à Alexander Calder, Rêver en équilibre. Près de 300 œuvres et un demi-siècle de création, des premiers fils de fer du cirque Calder aux sculptures monumentales. Ces mobiles dialoguent avec l'architecture de Frank Gehry, une chorégraphie entre mouvement, lumière et poésie que nous allons découvrir ensemble. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. On va visiter ensemble cette belle exposition qui embrasse 50 ans de création. Quel est le fil narratif que vous avez choisi pour nous permettre de pénétrer cette œuvre aussi foisonnante? Depuis l'arrivée de Calder à Paris, c'était en 1926, et finalement Calder, qui faisait de la peinture, il est devenu sculpteur à Paris. Il a inventé une sculpture tout à fait nouvelle, qui était une sculpture fondée sur le vide et sur le mouvement. Il a utilisé des matériaux tout à fait novateurs et notamment le métal. Il a eu un accueil très, très sympathique et enthousiaste des grands artistes de l'époque. Calder introduit le mouvement comme dimension essentielle de la sculpture. Est-ce que c'est une révolution? Et il a mis en place tout d'un coup une nouvelle, il le dit, une nouvelle possibilité de beauté. C'est-à-dire en intégrant le mouvement. Qui dit le mouvement dit aussi le temps. Calder reste, je trouve, complètement unique parce qu'il y a une dimension d'enchantement et d'émerveillement des spectateurs et du monde. C'est quelqu'un qui avait l'intuition de toutes les forces de la nature. Il fait advenir la vie partout. Et c'est drôle, pendant que vous m'interviewez, je regarde cette grande sculpture. Votre seule présence, nos présences, la font vivre. On peut les regarder, ces œuvres, de mille et une façons. On peut tourner autour, regarder à travers les interstices, en fonction de l'heure, du jour. Tout à fait. Et celle qui est derrière vous, précisément, elle a deux visages. Il y a un côté qui est tout noir, et quand elle tourne,
elle est complètement blanche. Et c'est pas du tout la même œuvre qu'on voit. À chaque fois, c'est très différent. Merci de nous avoir accueillis. On va poursuivre notre visite et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.